maintenance 4.0, pourquoi? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Est-ce que c'est un effet de mode? À quoi ça peut nous servir? Pour ça, pour répondre à cette question, j'invite chaque responsable de maintenance à réfléchir individuellement. Et rien qu'un seul angle d'attaque, il y en a de multiples, hein, et on peut justifier l'évolution de la maintenance par de multiples approches, mais j'en propose seulement une. Regardez, dans les années 80, on avait, pour ceux qui étaient dans le milieu industriel à cette époque-là, il y en a plein qui n'y étaient pas, on était dans un contexte qu'on peut simplifier de cette manière-là. On a un opérateur, une machine, et puis l'opérateur est très fidèle à sa machine, il la connaît, et on peut exploiter tous les signaux avant-coureurs. Il y a un petit bruit, il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas très bien. Voilà. Donc là maintenant, ça a facilité à exploiter tous les signaux préalables avant une panne, une grosse défaillance. Et puis petit à petit, les machines sont de plus en plus complexes. Aussi, elles ont gagné en fiabilité, il faut bien le reconnaître. Et puis on arrive maintenant, c'est déjà l'existant, mais dans le futur proche, il y aura, on peut considérer, quasiment plus que des cellules autonomes sans opérateur. Et là, pour la maintenance, on voit bien qu'il va y avoir une grosse difficulté à exploiter tous les signaux avant-coureurs. Il n'y a plus d'opérateur. Si on ne fait rien, si on a la même approche de la maintenance que celle qu'on avait il y a 20 ans, la maintenance va intervenir seulement lorsqu'il y aura des grosses casses. Donc on voit bien la nécessité et l'obligation de changer complètement l'approche de la maintenance. Et puis je ne ferai pas le petit calcul, je vous laisserai faire, mais quid de la disponibilité? Si vous avez une machine qui est peu fiable, mais que la maintenance connaît bien, quand la maintenance devait intervenir il y a quelques années, on connaît la machine par cœur, on y va, elle est en panne une fois par mois. Alors je vais faire un petit calcul, si la machine est en panne une fois par mois et qu'on met 4 heures à la dépanner, quelle est sa disponibilité ou son taux de panne à la fin de l'année? Par contre, si on a une cellule autonome, très complexe, fiable, d'accord, mais qu'une panne par an. Mais si la panne représente 2 jours d'arrêt, faites le calcul et dites-moi ce qui est préférable et où est le gain de productivité si on n'a pas réagi. Voilà, on va passer pas s'apesantir, mais faites le calcul et vous verrez que c'est pas forcément ce qu'on croit la situation à laquelle on pense qui pénalise le plus la production. Pour passer à cette maintenance 4.0, trois grands domaines qu'il faudra travailler. L'assistance aux interventions, notamment par la réalité augmentée. Travailler aussi tout ce qui est relatif au dispositif de surveillance des équipements pour faire la maintenance prédictive, via des machines connectées, les IoT et tout ça. Et puis le troisième volet, qui n'est pas simple, aujourd'hui beaucoup de gens se cherchent, c'est sur l'intégration de toutes les données informatiques et la communication de tous les systèmes. Pour avoir fait un peu de veille dans le domaine, essayer de comprendre où on en est, je trouve la situation très complexe et très confuse. Si vous interrogez les spécialistes de la GMAO, ceux qui n'ont fait que ça depuis 30 ans, ils vous disent la GMAO c'est un vrai métier, et en citant les plus gros éditeurs de RP, je ne citerai pas le nom, mais sans doute le plus gros dans le monde, qui a un module de GMAO intégré, eh bien les utilisateurs disent c'est pas du tout pratique, c'est pas du tout convivial. Pourtant, ça offre le gros avantage, c'est le même éditeur, c'est dans le même système informatique, il y a un dialogue très facile entre le RP et la maintenance. Voilà. Et puis les éditeurs de MES ou de MOM maintenant disent on sait faire de la GMAO. Et si on en parle aux vrais éditeurs de GMAO, ils disent oui, ils le disent, mais est-ce qu'ils font aussi bien qu'ils le disent réellement? Donc tout ça c'est compliqué. Je vais seulement développer un des thèmes qui est comment, pour un responsable de maintenance, venir à connecter ses machines et être capable de faire du prédictif. Déjà, dans une même entreprise, vous pouvez avoir deux situations très différentes. Exemple, une entreprise qui fabrique des équipements industriels sur lesquels l'entreprise souhaite avoir la visualisation complète et faire du prédictif, voire le vieillissement de ces équipements. Regardez l'exemple que j'ai cité ici. On est dans un contexte donné et on va avoir recours à une structure informatique, à de traitement de certaines données. Ça va passer par le big data, ça va passer par des clouds structurés d'une certaine manière. Et dans la même entreprise, vous pouvez avoir aussi le responsable de maintenance qui lui a des dizaines, des centaines d'équipements dans son atelier
Et on lui demande aussi de connecter ces machines et de faire du prédictif. Vous voyez bien que les deux approches sont très très différentes. On ne peut pas organiser le prédictif sur des produits propres qui sont un peu partout dans le monde et sur son atelier en interne sur les machines de production. Et je vous le confirme parce que j'ai rencontré la situation dans une entreprise qui joue sur les deux domaines. Un, suivre ses équipements dans le monde entier, et deux, connecter ces machines et faire du prédictif sur ces machines de production. Et la démarche, les deux démarches n'ont vraiment rien à voir entre elles. Donc on va rentrer dans le détail et on va se préoccuper de ce deuxième cas qui intéresse plus particulièrement les responsables de maintenance et comment on peut s'y prendre. Première chose, n'oubliez pas cette petite formule, restez en permanence, tirez par le besoin, n'ayez pas la tentation d'être poussé par la technologie. Qu'est-ce que ça signifie? La technologie, il existe pléthore de systèmes, tous plus faciles les uns que les autres à connecter, du plug and play, voilà. Et qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Si vous à l'issue d'une présentation, vous pouvez être tenté de dire « Ah, j'ai vu quelque chose qui est fort intéressant, qui a été mis en place. Chez moi, ça doit pouvoir me rendre service et on va pouvoir progresser en s'inspirant de ce qui a été fait. » Pourquoi pas? Mais si chez vous, avec des machines connectées, vous avez un potentiel d'augmentation de 100, en prenant cette formule, vous n'arriverez pas à 100. En faisant du copier de ce qui existe ailleurs, vous allez bien sûr progresser, mais vous serez loin d'atteindre la marge de progrès que vous pouvez viser. Donc ce que je propose, c'est véritablement d'analyser le besoin. J'ai besoin de quoi? Et qu'est-ce que je vais mettre en face comme technologie pour satisfaire mon besoin? Et pas le prendre dans l'autre sens. C'est pas, si je prends l'exemple tout simple, voilà, on en parlait ce matin dans d'autres ateliers, et j'ai rencontré plusieurs fois, il existe des tablettes. C'est bien les tablettes, on va acheter des tablettes, on va les donner à nos techniciens de maintenance. Et puis les tablettes, j'ai vu plusieurs fois, elles sont dans les tiroirs, on ne les utilise pas. Et puis c'est la guerre, bien entendu. D'un côté, on dit on achète du matériel, ils ne l'utilisent pas, puis de l'autre côté, ils disent mais ils ont acheté sans nous demander ce que l'on voulait. Et puis si on revient vers ceux qui ont acheté, on dit mais si on leur demande ce qu'ils veulent, ils ne sont pas capables de nous le dire, donc il faut bien qu'on achète. Voilà. Mais tous ces petits discours et ces allers-retours, ça montre tout simplement la difficulté à exprimer son besoin. Et comprendre le besoin, être capable de l'exprimer, c'est un travail qui est long et fastidieux, mais qu'il ne faut surtout pas négliger. Alors comment on va s'y prendre? La démarche que l'on propose, bien dissocier deux phases très distinctes. D'abord, comprendre le contexte de production et les objectifs d'amélioration que l'on va fixer à la maintenance. Et ça va permettre de définir d'abord la stratégie de surveillance. Comment on va s'y prendre? Et ensuite, seulement après, quand la première phase est bien stabilisée, qu'on sait vraiment où on veut aller, là, on va pouvoir se préoccuper de technique. Et là, on va se préoccuper de toutes les contraintes techniques pour définir les méthodes et les technologies de surveillance. Ça veut dire interdit de se préoccuper de technologie tant qu'on n'a pas défini une stratégie. Plus concrètement, comment on s'y prend? Et ça, j'ai mis en application dans plusieurs contextes de responsables de maintenance confrontés à cette situation. Première chose, toute simple, il faut identifier tous les équipements critiques. Des données simples, analyse de criticité. Ensuite, on va définir les objectifs d'amélioration pour la maintenance, à travers tout ce qui peut exister comme indicateur, comme taux de panne, TRS, voilà, tous les KPI, voilà, pour utiliser un mot dans l'air du temps. Seulement ensuite, on va essayer de déterminer et de cibler les besoins de surveillance en fonction des enjeux. Et là, on fait encore appel à quelque chose de classique, de type, une analyse de type AMDEC ou autre. Je ne focalise pas sur l'AMDEC, mais c'est un outil qui est bien pratique pour y parvenir. Et ensuite, dernière étape, ça va être de choisir, oui, la technologie arrive en dernier, on va choisir la méthode et les technologies de surveillance. Et là, on peut être tenté de rajouter énormément de capteurs. C'est vrai que ça ne coûte pas cher. Aujourd'hui, tous les capteurs, que ce soit de pression, soit hydraulique ou peu importe le type de capteur, il est très facile de trouver des systèmes qui marchent en Wi-Fi et qui sont capables d'envoyer de l'information qui peut être traitée. Mais je vais dire, et pourquoi faire ça?
si on analyse en détail la quantité d'informations présentes dans les automates ou dans les commandes numériques, quelles qu'elles soient, hein, on se rend compte qu'il y a déjà énormément d'informations présentes, latentes et qu'on n'exploite pas. Donc, la philosophie que je développe et à laquelle je tiens beaucoup, c'est de se dire pourquoi aller chercher de l'information en rajoutant des capteurs et éventuellement de la complexité, hein, si déjà l'information est présente. Utilisons ce qui est présent, à condition qu'on y ait accès, hein, parce qu'il faut pour ça avoir accès à l'automate, être capable de récupérer l'information. Mais si l'information est disponible, si on y a accès, je pense qu'il faut privilégier l'exploitation de l'information existante. Et puis lorsque c'est plus possible, là on va rajouter des capteurs de vibration voilà, ou toutes sortes de choses. Une fois qu'on a défini tout ça, on sait ce dont on a besoin et on sait comment on va le capter. On rajoute un capteur, on récupère une information existante dans l'automate. Mais là, il va falloir définir de manière très concrète cette information. J'en ai besoin sous quelle forme? Quelle fréquence d'acquisition? Je traite où? Je traite en local. Je fais remonter l'information brute et que je traite par la suite. On va se poser tout ce type de questions. Protocole de communication. Et tout ceci va nous permettre de définir l'architecture numérique dont on a besoin. Et on arrive à définir un petit schéma de ce type-là, hein, où là, on a la visualisation disant mon équipement qui est très important, qui est stratégique, je veux le mettre sous surveillance rapprochée, sous contrôle très précis. Je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin, je connais les potentiels d'amélioration que je vise, je sais les objectifs que je vais pouvoir atteindre. Maintenant, on va pouvoir seulement, à partir de ce moment-là, définir toute l'architecture et tous les protocoles de communication qu'on va mettre en place. Et toute cette démarche-là, je l'ai faite un certain nombre de fois dans des entreprises, même des toutes petites structures. Hein. Et je vais prendre deux exemples, on va dire un peu diamétralement opposés. Une toute petite structure d'une quinzaine de personnes qui a accepté de témoigner sur son cas précis, pas très loin de chez vous aussi, un peu loin, mais vu d'où je viens, c'est beaucoup moins loin, c'est en Bretagne, hein, à proximité de Rennes. À l'occasion d'un rétrofit, toute la démarche a été déroulée, ce qui a conduit à choisir l'automate programmable et tous les matériels, et la CN, pour qu'ils aient accès à l'information qu'ils veulent récupérer. Et ça leur a permis de dimensionner véritablement la capacité mémoire de chaque système, puisque leur objectif était de traiter le plus possible en local un maximum d'informations, et de ne faire remonter via les gateways, au niveau du cloud et sur l'ordinateur du responsable de la maintenance, que certaines informations qu'ils avaient ciblées. Vous voyez, on est parti de besoins, ce qui va permettre de définir même les matériels qui vont être implémentés sur la machine et toute l'architecture numérique qui va avec. Donc vous voyez le cheminement dans quel sens on le prend. Et sur cette machine, une presse plieuse, hein, et deux types de capteurs ont été rajoutés, des capteurs de vibration sur un système linéaire, des tabliers qui se déplacent, et un capteur, un analyseur d'huile en ligne sur le groupe hydraulique, puisque le mouvement principal sur ces machines, il faut savoir que c'est un mouvement hydraulique, et que si l'huile n'est pas en parfait état, ça peut tout de suite générer des aléas, des vibrations, voilà, ou des choses pas sympathiques pour les mouvements. Et un deuxième exemple, un centre d'usinage, si on fait le top 10 des pannes, on se rend compte que ce n'est pas ce qu'on pourrait imaginer, toutes les parties extrêmement complexes, c'est seulement une trappe, la trappe d'un changeur d'outils. Et c'est cette panne qui arrive en premier. Mais si on veut supprimer cette panne sur la machine, soit on la modifie, hein, et puis on fait ce qu'il faut pour l'adapter, pour fiabiliser le système, soit on peut se poser la question de connaître, d'identifier les premiers aléas de fonctionnement. Les premiers aléas de fonctionnement, on peut imaginer, tout simplement de mesurer un capteur fin de course avant, un capteur fin de course arrière, le temps qu'il y a entre ces deux mouvements, et à partir du moment où le temps s'allonge,
on commence à suspecter qu'il y a un problème, soit sur un système pneumatique, soit une fuite sur un vérin, le vérin qui ne va pas, la mécanique qui est déformée parce qu'elle a eu un choc, voilà, tout ce qu'on veut. Oui, voilà, j'ai voulu prendre ces deux exemples tout simples, mais qui sont très très pragmatiques, et qui permettent, oui là, le deuxième cas, on n'a pas fait appel à beaucoup de technologie, hein, et pourtant, si on y regarde bien de près, qu'est-ce qui va rendre service à l'entreprise et qu'est-ce qui va lui permettre d'améliorer la disponibilité de sa machine? Je vous laisse apprécier. Alors, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de rajouter des capteurs, hein, puisque on est les premiers, et au CETIM, on est aussi il y a des équipes qui développent des capteurs dans des situations très complexes, qui n'intéressent pas forcément des fournisseurs, mais dans des contextes très très particuliers, voilà, ou des cas très spécifiques. On va faire seulement du one-shot pour certains capteurs, certaines applications. Donc il y a des équipes qui développent. Donc tout ça, c'est pour vous dire que je ne suis pas du tout opposé à rajouter des capteurs, il en faut. Il en faut, mais comme disait, je ne sais plus qui, peut-être Hervé Seriel dans les années 90, quelque chose comme ça, un des papes du management, il disait, mais si le boulier de Pascal suffit, utilisez le boulier de Pascal et n'utilisez pas l'ordinateur le plus puissant au monde, il ne vous servira à rien. Alors là, on va vous parler de concret. SKF est aussi fournisseur de matériel. On ne veut pas tomber dans la trappe de vous vendre du matériel, on va quand même vous présenter quelques solutions, et notamment Bruno est arrivé avec sa valise magique. À l'intérieur, il va vous présenter quelques solutions. Avant tout, on voulait vous dire que dans la maintenance connectée, on travaille sur plusieurs terrains. On utilise les imprimantes 3D qui nous servent à faire des pièces de réparation, de plus en plus. On commence à travailler le big data et la cybersécurité, puisqu'on commence à avoir beaucoup de machines connectées au réseau central. Ça, c'est un autre développement. On a testé, Bruno vous dira, un peu plus sur la réalité augmentée. On est très orienté aujourd'hui IO-Link. Comme vous pouvez voir, vous verrez tout à l'heure dans la présentation, on a un partenaire, IFM, qui développe avec nous de nouvelles solutions. Et puis, dernièrement, on a focalisé sur l'interconnexion des systèmes. Quelles sont nos 5 priorités à Saint-Cyr? Développer notre réseau informatique, comme je le disais au précédent atelier, former. Alors pourquoi développer notre réseau informatique? C'est que là on est en train de parler de collecte des données, on est en train de parler de mass data, on est en train de parler de milliers de 1 et de 0 qui circulent sur le réseau. Et surtout, on va développer des solutions graphiques, visuelles, vidéo, qui vont nous demander de la bande passante. On est exactement comme à la maison, on est dans la phase où on est en train de réfléchir de passer du câble cuivre à la fibre optique. Vous recevez beaucoup de publicité chez vous en disant passer à la fibre, mais nous c'est pareil. Alors on est en phase de revoir notre réseau pour passer à la fibre au plus proche des machines. Donc c'est le futur très proche. L'autre enjeu, c'est de développer le personnel à l'utilisation de ces nouvelles technologies. Il ne suffit pas de faire une fois bien. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment développer 4.0 en maintenance pour faire tout le temps bien. Et pour faire tout le temps bien, c'est quoi? Vous disait Monsieur Victoire, c'est réparer avant que la machine tombe en panne. Alors, on a la double casquette, c'est qu'étant à SKF, on travaille beaucoup, on connaît le roulement. On sait que le roulement, c'est une partie essentielle des machines. Et donc, on a beaucoup concentré aussi nos efforts par le passé sur le roulement. Analyse vibratoire, analyse de température, etc. Mais on est en train de voir que d'autres possibilités nous sont données, et on est en train de croiser toutes ces données pour pouvoir prédire la défaillance en amont. Pour cela, il faut des gens compétents. Il faut des gens compétents pour utiliser les systèmes, pour connecter les machines, pour utiliser maintenant très simplement des technologies qui sont aujourd'hui à notre portée, à tous, PME, petites et moyennes entreprises et grandes entreprises. On poursuit l'achat de matériel, PC, tablette. Alors, contrairement à ce que disait M. Victoire, on essaie de ne pas les ranger dans nos caisses à outils. On n'en a pas énormément, mais on commence à le développer. Ça veut dire qu'avant de commencer à travailler avec des tablettes, il faut que votre réseau Wi-Fi soit performant. Réseau Wi-Fi performant, tout le monde a chez soi. Par contre, je peux vous dire, si on visite les entreprises à droite à gauche,
des Wi-Fi qui fonctionnent à l'intérieur d'une usine, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Plein de contraintes liées à l'environnement, à la réverbération et aux différentes problématiques liées à un atelier. On développe aussi les IoT. Alors ça, Bruno va vous en parler. Aujourd'hui, par exemple, Schneider nous disait que tous les mois, ils sortent 10 capteurs nouveaux différents à Wi-Fi. Donc renseignez-vous parce que ça va très vite. En particulier, les fournisseurs asiatiques sont très rapides là-dessus. Donc tous les mois, il y a une nouvelle technologie qui arrive, soit pour mesurer de la température, de la lumière, du coloris, enfin tout ce que vous voulez. On poursuit la connexion en maintenance des équipements à notre réseau. Et puis on paramètre des logiciels comme Smart Observer. Alors là, on a fait un petit coup de pub. Il existe aussi SKF Quick Connect. Alors, ce sont des outils qui peuvent être utilisés pour une PME. Ce sont des outils que vous téléchargez gratuitement sur tablette, et ensuite il faut acheter le petit capteur qui va bien. Oui, bonjour, donc Bruno Pontevoie, je me représente, je suis responsable de maintenance à l'usine auto de Saint-Cyr-sur-Loire. Donc je vais vous parler de cas concrets de capteurs ou de machines connectées au réseau. Alors après, je vais revenir un peu sur ce qu'a dit M. Victoire. Nous, on est une grande entreprise, on a plusieurs centaines de machines à tenir en production et en bon fonctionnement. Donc évidemment, c'est pas dit on va travailler sur les 100 machines d'un coup. Parce que déjà, c'est pas possible. Il faut aussi faire des tests, il faut prioriser des machines. Donc la première chose à faire, je le répète, c'est de voir vos besoins. Donc déjà, il faut travailler sur ce qu'il a parlé, M. Victoire, de la criticité des machines. C'est-à-dire qu'il faut passer toutes vos machines en revue, en dire voilà, quelle est la machine qui tombe en panne sera nous embêtera le plus. Alors ça peut être pour des problèmes de qualité, ça peut être parce que c'est une machine qui est bottleneck, c'est la machine qui est la plus lente du channel, ça peut être pour plusieurs raisons, mais il faut bien déterminer lesquelles machines pour vous sont les plus critiques. Et commencer à travailler sur celles-ci. Ça ne veut pas dire que les autres, il faut les abandonner, mais en priorité, si vous avez des problèmes budgétaires, il faut commencer par travailler sur ces machines-là. C'est important. Et après, il faut, comme il l'a dit aussi, il faut aussi voir vos besoins. Ça ne sert à rien de mettre une grosse artillerie sur une machine si vous avez juste quelques points délicats à détecter sur cette machine. Donc il faut bien au départ déterminer le besoin, déterminer vos machines critiques, et en fonction déterminer le matériel que vous allez utiliser pour faire du contrôle dessus, du monitoring. Donc, par exemple, si vous n'avez pas beaucoup de budget, mais que vous avez, on voit là une pompe avec un moteur à contrôler, il existe des solutions où on peut télécharger l'application sur Internet et acheter, alors je vous ouvre la petite valise, le voilà. Là, c'est un système de contrôle d'alignement d'arbres. Voilà. Vous avez tout en main, vous avez la petite tablette, vous avez les deux systèmes. Et ça, c'est du matériel. Bon, ben, c'est SKF, d'accord, mais ça doit exister dans d'autres fournisseurs qui doivent le faire. Vous pouvez vous équiper pour entre 1000 et 1500 euros. Il y a du matériel plus ou moins sophistiqué. Et ça vous permet de faire du prédictif sans avoir besoin pour ça d'avoir un équipement énorme. Ça marche en Bluetooth. Donc vous n'avez pas forcément d'avoir un réseau Wi-Fi ou un réseau informatique hyper sophistiqué. Donc ça peut être des solutions simples pour les petites entreprises qui n'ont pas forcément des gros moyens au départ. Un autre système aussi autonome, là c'est pour contrôler la vibration d'un moteur. Alors c'est pareil, contrôler la vibration d'un moteur, il y a plusieurs manières de le faire. Soit vous voulez vraiment le contrôler parce que c'est un moteur hyper spécifique et machin, ou alors dire moi je ne suis pas spécialiste de la vibration, dans mon entreprise je ne suis pas spécialiste de la vibration, ce que je veux savoir c'est si le moteur il est bon, s'il commence à se détériorer ou pas. Donc là vous avez un petit système, vous rentrez les caractéristiques du moteur, le type de roulement qu'il y a dessus, et il va vous calculer des feuilles. Vous allez connecter, c'est magnétique, c'est ça que j'arrive pas à l'enlever, magnétique, vous le mettez sur le roulement avant, sur le roulement arrière, vous le mettez en route, et il va vous sortir, je suis dans le vert, je suis dans l'orange, je suis dans le rouge. Dans le vert, il n'y a rien à faire. Orange, ça veut dire qu'il va falloir bientôt
arrêter la machine et changer le moteur. Mais dans le rouge, alors là, il ne faut pas trop tarder. Ça permet de faire du prédictif à pas trop cher sans avoir besoin de se connecter toujours à un réseau informatique. On peut faire fonctionner si vous voulez. Mais on les utilise chez nous. Oui, on les utilise chez nous parce que, comme je vous ai dit, les machines qui ne sont pas forcément critiques, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse armada dessus. On fait du monitoring. Après, c'est à vous de déterminer la fréquence. On le fait une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les trimestres. Et ça, c'est du contrôle qui se fait simplement et qui ne vaut pas super cher. Je sais pas, on le fera marcher à la fin si vous voulez. Si vous voulez voir. Et donc toutes les applications sont gratuites sur Internet. Il suffit c'est des applications smartphone, tablette. Et je crois même que ça fonctionne sur le PC. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une bonne GMAO. Donc nous, on utilise la GMAO qui s'appelle API Pro. Pourquoi il est important d'avoir une GMAO? C'est déjà important d'avoir tout l'historique des machines. Déjà, quand vous allez vouloir voir la criticité des machines, il faut savoir l'historique des pannes. Si c'est une machine qui ne tombe pas souvent en panne, mais qui, quand elle s'arrête, c'est 2 jours, ou est-ce que c'est une machine quand elle tombe souvent en panne, mais des petits arrêts. Donc déjà, pour la criticité, c'est important de savoir. Il est important aussi d'avoir la GMAO pour l'historique. Quand vous tombez, on parlait tout à l'heure, quand on tombe en panne, peut-être que la panne s'est déjà produite dans une autre équipe pour une autre personne, et il suffit d'aller voir l'historique et dire il a fait ça, on peut dépanner plus rapidement. Alors on a aussi une GMAO qui est interconnectée. Interconnectée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur tous nos channels de production, les opérateurs ont accès à la GMAO. Et dès qu'ils ont une panne, ils font une demande de dépannage sur le PC. À la maintenance, vous voyez, on a des écrans, et la personne voit il y a toutes les informations, la machine est en panne sur quel channel, c'est telle machine, il y a telle panne dessus. Et on a aussi, vous voyez, des petits codes de couleur qui vont de 0 à 3. Quand c'est 0, ça veut dire que c'est une panne sécurité, donc ça c'est la panne prioritaire. Quand c'est 1, la machine est arrêtée, donc il faut intervenir rapidement. Et quand c'est 2 ou c'est 3, alors c'est soit la machine marche, mais en mode dégradé, donc pas forcément prioritaire. Et 3, c'est que l'opérateur a vu une amélioration, par exemple, à faire sur sa machine. Et ça permet aux techniciens déjà, rien qu'en voyant les couleurs, de se dire si j'ai 2 interventions à faire, sur laquelle je vais en premier, sur celle qui est 0 et après celle qui est 1. Et c'est important aussi dans cette GMAO de mettre tout ce qu'on fait en monitoring, tous les contrôles et tout, et qui nous le ressortent régulièrement, parce qu'on n'a pas une mémoire qui est aussi grande qu'un PC, et c'est important que la machine, que le GMAO en automatique nous donne les interventions à faire, l'historique, les interventions à faire sur chaque machine à telle période. Alors on a parlé tout à l'heure aussi de réalité augmentée. Alors c'est un mode de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on a digitalisé toutes les instructions de travail, notamment les instructions de maintenance, avec la société qui s'appelle Picomto. On a mis sur des tablettes, via des applications, sur des tablettes ou sur PC, on peut l'avoir aussi. Donc les instructions en mode visuel, qui ressemble un peu à un tuto. L'avantage par rapport au tuto, c'est qu'on peut, en plus de regarder, mettre des commentaires. Ou on peut demander au technicien de mettre un commentaire. Là, par exemple, il va contrôler vous voyez sur la première photo, il va contrôler une pression. On peut lui demander, tu as contrôlé la pression, elle était bonne, elle n'était pas bonne. Il va répondre oui, il va répondre non. Oui, il va dire, je l'ai réglée, elle était à 4 bars, je l'ai mis à 5 bars. On peut aussi faire une photo. Voilà, on peut lui demander aussi, voilà, il a eu un souci, je sais pas, un débordement de graisse, comment on voit, il va prendre une photo, on va l'envoyer, comme ça on a l'historique d'où ça fuit. Des choses comme ça. C'est plus interactif qu'un tuto tout basique. Et on a aussi, vous voyez, il y a des petits QR codes. Parce que des fois vous allez me dire, une instruction de travail pour faire tel suivi, je la trouve où? Il y a des QR codes qui existent, vous flashez le QR code avec la tablette, et tout de suite vous aurez l'instruction de travail qui correspond au poste de travail.
la réalité augmentée. Donc on a fait un test il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, de lunettes connectées, avec justement un peu comme Picanto, avec donc dans la lunette on voyait le tuto qui défilait. On a abandonné, enfin on n'a pas abandonné pour l'instant, on a laissé un peu un stand-by, parce que déjà les lunettes, vous voyez, c'est lourd, ça avait tendance quand on se blessait à tomber. Bon, après on peut toujours trouver des systèmes pour que ça tienne mieux, mais bon, pour faire défiler, il y avait des petites touches sur le côté, et quand vous avez les mains sales ou vous avez des gants, c'est pas toujours facile à utiliser. Et le deuxième point négatif, c'était que pour avoir ce petit... Parce qu'en fait, c'est une petite vidéo, c'est plutôt là. On partait de notre DAO, et après, il fallait passer par 2 ou 3 logiciels différents pour arriver à le transformer. Donc ça prenait énormément de temps. Donc ça nous prenait beaucoup de temps pour faire un tuto. Donc pour l'instant, on l'a laissé en stand-by. La technologie évolue vite, peut-être qu'après on arrivera à avoir des instructions plus rapidement, mais on a énormément de machines, on ne pouvait pas passer 1 mois pour faire une machine, ça devenait un petit peu compliqué. Donc pour l'instant on l'a laissé en stand-by, et on verra par la suite s'il y a des évolutions et on peut avoir faire ces instructions plus rapidement. On travaille donc avec une société que vous devez connaître qui est IFM, qui a un logiciel qui s'appelle Smart Observer. Donc on a installé sur nos machines, donc là du coup les machines critiques, parce que c'est là les machines où il y a besoin de plus de surveillance. On a installé des capteurs intelligents. Donc il faut savoir, tout à l'heure on parlait de coûts, mais il faut savoir que IFM vend de plus en plus de capteurs intelligents, et si vous achetez un pressostat basique, il vaudra plus cher qu'un pressostat connecté. Parce que c'est une histoire de production. Si vous en produisez 1000 d'une sorte et 10 000 de l'autre, vu que le connecté ça se développe, le connecté est moins cher. Donc après vous l'utilisez ou vous l'utilisez pas, mais le mieux c'est de l'utiliser. Et donc ils font des capteurs. Donc là nous par exemple on suit des pressions de graisse qui sont très importantes dans un roulement. Si vous ne mettez pas la bonne graisse, évidemment il ne va pas bien fonctionner. Donc on suit des pressions de graisse, on suit aussi des dépressions, parce que quand on pose les billes dans le roulement, il faut s'assurer qu'il n'y a pas une bille qui manque. Donc on le contrôle par un capteur de dépression. Donc c'est ce qu'on voit, les 2 petits... Et on le contrôle en live. La machine est connectée, on le renvoie sur le data, et après on peut le ressortir via Smart Observer sur des courbes. Alors après vous choisissez les courbes, soit vous mettez les petits barres graphes, soit vous le mettez sous forme de petit histogramme. Et après vous avez l'historique, c'est-à-dire qu'à tout moment vous pouvez zoomer et dire tiens, telle heure, tel jour, on voit qu'on est sorti des limites qu'on s'était données. Ça permet aussi d'avoir un historique. Voilà, vous avez des questions? Oui, c'est le moment des questions. C'était un petit peu vite, mais... Je passe le micro. Oui, bonjour. Tout ceci a eu un coût. Vous l'avez calculé par rapport à quoi? Vos coûts de vos interventions précédentes, ou sur ce que vous aviez comme objectif? Déjà, comme je l'ai dit, il faut se mettre des objectifs. Donc les objectifs, déjà, c'est qu'est-ce qu'on veut contrôler. On contrôle pas, on va pas dire on va contrôler cette pression-là, remonter tout un tas de données si ça ne nous sert à rien. Donc au départ, il faut bien déterminer le besoin. Alors la GMAO nous aide en disant, je sais pas, on a souvent des problèmes de pression de graissage par exemple. Donc on va dire, si on a souvent des problèmes de pression de graissage, c'est un point qu'il faut surveiller plus attentivement. Donc c'est là que la GMAO elle aide. Et puis après, évidemment, c'est un coût, mais le coût, si vous arrêtez 2 fois moins les machines, le coût de production, vous le récupérez rapidement. Il faut savoir que depuis 2011-2012, on a mis en place ce qu'on appelle chez nous l'excellence en maintenance. On a divisé par 2 le temps d'arrêt de toutes les machines. Donc c'est à peu près, je sais pas, on a dû diminuer de 4% de production en plus. Vous avez vite fait de récupérer, quand on fait des millions de pièces, vous avez vite fait de récupérer le prix que vous ont coûté les différents capteurs. Après, on va toujours la même chose, c'est pour occuper du prédictif, on va arrêter la machine de manière planifiée, c'est-à-dire qu'on va
on va dire à tel jour, à telle date, on va arrêter une équipe complète pour faire notre ensemble de monitoring et on repart pour un mois de production plutôt que de subir une panne où là elle n'est pas prévue, on en a encore, hein, faut pas. Mais celles qui étaient récurrentes, celles-ci on les a éliminées. Du coup, le channel où la ligne n'est plus arrêtée de manière intempestive, non prévue. Donc il y a les opérateurs qui sont là et qui sont payés et que la machine ne produit pas. Il n'y a pas forcément l'expertise qui est à l'instant T dans l'atelier disponible pour pouvoir dépanner, etc. Le fait de planifier, d'anticiper, permet d'éliminer toutes ces pertes-là. Donc le budget limite. J'ai une autre question. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est le client qui parle, parce que c'est mon client. J'ai une petite anecdote. Chez nous, on a beaucoup de convoyeurs, des Flexing. Et il fut un temps, on a eu un responsable qui a décidé d'arrêter de faire de la maintenance sur les flex. En fait, ça a duré pendant 3 mois. Et au vu du nombre d'arrêts et du fait qu'on ne livrait plus le client, on est vite repassé au mode du préventif, c'est-à-dire les réparer avant qu'ils tombent en panne, ce qui a solutionné le problème. Oui, donc quand vous mettez des capteurs intelligents sur les machines, ça permet de faire du contrôle alors que la machine fonctionne. Mais ça permet aussi de dire, attends, il commence à y avoir une dérive. Donc la prochaine fois où on va arrêter pour faire de la maintenance préventive, on a ce point-là en particulier à regarder. Parce que faire de la maintenance préventive, c'est bien, mais on ne va pas dire on arrête la machine, on la démonte complètement. Pour rien. Il faut savoir quel point ce jour-là, on n'a que 8 heures d'arrêt. Pendant 8 heures, qu'est-ce qu'on veut faire? Et justement, tous ces capteurs nous permettent d'avoir des indications pour savoir quel point on va regarder plus particulièrement ce jour-là. Bonjour. Est-ce que la mise en place de ce type de maintenance a nécessité de déploiement de nouvelles compétences parmi vos équipes? Et si oui, lesquelles? Donc, comme on a vu ce matin, à partir du moment où on rajoute de la technologie, on rajoute du digital et tout, et les gens, on est obligé de les former. Il y a de la formation, comme on l'a vu tout à l'heure, à faire. Mais quand vous regardez les outils, c'est pas plus compliqué qu'utiliser une application sur un smartphone. Donc les plus jeunes, ils ont pratiquement ça dans dîner. Pour les plus anciens, il y en a qui étaient un peu réfractaires. Mais je peux vous dire, là maintenant, au départ, quand on a mis tout ça en place, les gens disaient ça va jamais marcher, machin. Et ils avaient l'impression de faire toujours le pompier. Et ça a mis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et quand ils ont vu qu'ils faisaient de moins en moins le pompier, qu'ils avaient des interventions à faire qui étaient bien définies, qu'ils avaient préparé leur matériel, préparé l'intervention, qu'ils savaient quand ils y allaient, donc ils y allaient beaucoup moins stressés. Et tout de suite, après, ils se sont dit, oui, finalement, il faut mieux faire un dépannage où on a tout prêt, on a le temps pour le faire, que tout le temps faire le pompier. Et là, je peux vous dire qu'ils ne sont pas prêts à revenir, en arrière. Un autre élément de réponse, c'est que l'automaticien ou la personne qui travaille dans les services de Bruno est passé d'électrotechnicien à automaticien et il est en train d'être formé pour être informaticien. Voilà, on est en train d'avoir les 2 compétences réunies, notamment un exemple, c'est que dans 2 semaines, je crois, il y a un automaticien qui part pour être formé au réseau. Ouais, parce que maintenant le réseau, ça devient essentiel. Mais pour rebondir à ce que disait Xavier, oui, évidemment, le métier de technicien il évolue, mais il a évolué d'année en année. Moi, quand j'ai commencé, on avait juste ce qu'on appelle un Matrix, un multimètre pour contrôler. Maintenant, 70% des dépannages, ils se font avec le PC ou la tablette. On n'utilise quasiment plus le Matrix, ou très peu. Et puis là, on est en train d'évoluer vers un travail de technicien où on fait aussi du dépannage informatique maintenant. Parce que comme les machines vont être connectées, évidemment, il faut dépanner le réseau informatique qui relie la machine. Donc, de toute façon, le travail de technicien, il y a toujours des nouvelles technologies, on le voit tous les jours, il y a des nouvelles technologies qui arrivent. En fait, le personnel est toujours en formation. Il faut toujours se former sur les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux qui arrivent, les nouveaux... On se laisse la possibilité de vous parler d'une question, parce qu'après on va par le temps. C'est une question à nouveau. La première question, c'est combien de capteurs avez-vous sans fil dans votre société? Alors
Non, mais après c'est pas forcément les capteurs sans fil, c'est des capteurs qui sont reliés à des répartiteurs, qui sont reliés au réseau. Comme celui-ci. Celui-ci, on n'en a pas énormément, parce que celui-là, en fait, vous le baladez. C'est pas vous n'avez pas besoin d'en acheter. Si vous en avez beaucoup, est-ce qu'on peut intervertir de capteurs? Non, parce qu'en fait, quand dans l'application, il reconnaît les capteurs et vous choisissez le capteur qui est le mieux. Mais on n'en a pas énormément. Comment on sait qu'il est positionné sur le bon moteur, quoi? En fait, vous avez un data matrix sur le moteur qui définit les critères du moteur. Et vous scannez avec la tablette le data matrix et ça vous donne le paramétrage directement du moteur. Donc là, vous scannez le data matrix et ça vous met ces machines numéro temps et moteur Intel que vous allez contrôler. Vous avez l'information. C'est l'intérêt de la méthode, c'est que chaque moteur, vous avez forcément un data matrix et on forme les gens justement à prendre la photo à suivre le protocole. Parce que s'ils prennent le data matrix d'à côté, bah, ils ont les paramètres du moteur à côté. Donc ça va plus vite. Mais apparaît sur la tablette la machine et le nom du moteur. Il y avait monsieur au fond qui avait une question. Oui, je veux savoir, vous avez cloisonné vos réseaux sur un réseau fermé ou il y a aussi une partie qui est plus ouverte en termes de surveillance? Non, c'est un réseau fermé. De sécurité après. Comme on a parlé tout à l'heure, il y avait quand même la cybersécurité. Oui, c'est pour ça On que ne peut pas balancer n'importe quoi, n'importe où et se faire pirater. Voilà. Contrairement à la production, si vous avez participé à l'atelier d'avant sur l'efficience en production, là on n'a pas développé pour l'instant de solution cloud. Voilà. On peut imaginer le faire, mais pour l'instant les logiciels métiers sont suffisants pour les faire en interne sur un réseau, sur notre réseau interne, mais sans connexion au cloud. Toute dernière question, et ensuite on laissera la place pour le prochain atelier. Bonjour messieurs, je voulais savoir justement, tout à l'heure vous parliez Wi-Fi un peu, et tout le monde sait, on va dire que le Wi-Fi c'est fiable juste au moment où il y a le code de sécurité, mais les ondes radio elles ne sont pas fiables. Comment vous comptez justement pallier à ça? Alors, les ondes Wi-Fi, alors là on a affaire à des spécialistes, je ne sais pas si je vais répondre exactement à la question. Nous on a un prestataire qui s'appelle BT Telecom, qui travaille pour nous, et qui établit des maillages informatiques, donc ils font des calculs pour voir dans un environnement industriel quel type d'antenne il faut placer dans un environnement et le nombre d'antennes qu'il faut placer dans un environnement industriel. Alors parfois ils sont un petit peu, leur simulation est tellement sécuritaire qui nous ferait installer 10 antennes dans un atelier. Ça, c'est les limites de la simulation. Mais on a aujourd'hui des outils de simulation qui permettent, avant d'installer des antennes, de savoir les endroits où il faut installer des antennes en fonction des poteaux, des murs, de la charpente, du type de matériaux de votre atelier. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très différent du Wi-Fi à la maison. Je connecte, je regarde si en bas de la cave j'ai le PC, si tant est qu'on ait besoin du Wi-Fi à la cave. Si je l'ai, je considère que ma maison est couverte. Dans l'atelier, le problème c'est qu'on a énormément de machines, de charpentes, de tubulures, de tuyaux qui génèrent énormément de rebonds de fréquences. Et il faut plutôt avoir des technologies qui se rapprochent du 4G et du 5G, maintenant, presque, pour obtenir un réseau fiable. Voilà. Et aujourd'hui, on peut dire on y est arrivé. Hein. On a un secteur qui est vraiment très bien couvert, qui couvre près de 30 mètres de long, 40 mètres de large avec une antenne. Et tout ça, c'est sécurisé, c'est-à-dire que toutes les tablettes sont munies d'un token. Donc vous ne pouvez pas y accéder en arrivant dans notre atelier en disant « ouais, je vais avoir le Wi-Fi SKF ». Non, pas possible, on a un token et chaque tablette est configurée sur ce token.